Salut à tous, c'est 722 et aujourd'hui, on se répète. L'année dernière, j'ai présenté cette console-là qui est une NES portable que j'avais achetée sur AliExpress qui acceptait les vraies cartouches de Famicom, pas les cartouches de NES, presque la même chose, et qui permettait donc de jouer de manière portable à la NES. Ça évidemment, comme j'avais dit dans cette vidéo-là, c'est pas une console originale, c'est une console clone. Et il y a énormément de clones sur AliExpress et j'en ai vu un nouveau plutôt, qui je trouve avait l'air intéressant. Donc je l'ai acheté, on va parler de tout ça aujourd'hui, on va le regarder un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas aussi spécial que la NES portable comme ça, mais il y a quand même certains points qui la différencient des autres. Avant ça, petit historique. Ceci est une Famicom, la console originale qui est sortie en 83 au Japon, qui comme vous voyez acceptait les cartouches ici. C'est pas sur un ressort comme les consoles plus modernes en guillemets, ceux qui sont sortis après, c'est quelque chose qu'il faut fermer manuellement comme ça. Les manettes sont soudées directement à la console, on peut pas les enlever. La console était unique, pouvait se connecter uniquement avec une prise antenne. Et celle-là en particulier a été modée pour pouvoir être connectée en composite. Sauf que ça, c'est pas standard. Quelques années plus tard, en 85, en Amérique du Nord, on a eu ceci, la NES, Nintendo Entertainment System, système de divertissement Nintendo, si on veut le traduire littéralement, qui voyait un design extrêmement différent, beaucoup plus gros, beaucoup plus... pas vraiment plus lourd, avec les manettes qui s'enlèvent, les cartouches qui se mettent ici, beaucoup plus dans le style des cassettes, des VHS, au lieu d'être des cartouches plus standards. En interne, la console est un petit peu différente. Une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une sortie composite ici. Je crois que la version française a aussi une sortie Péritel, SCART, qui sort quand même du composite, c'est pas du RGB. Mais voilà, vous voyez que c'est un petit peu différent. Et une des choses qui avait changé, c'est qu'ils ont rajouté une puce de sécurité pour empêcher les jeux non licenciés de se lancer. Sur celle-là en particulier, elle a été désactivée, mais normalement, il y en a une. Et il y a quelques différences qui ont été faites au niveau du port cartouche pour enlever certaines fonctionnalités, parce que ces fonctionnalités-là ont été transférées au port qui est ici en dessous, qui en fait il y a un port où on peut connecter une extension, voilà comme ça, sauf que sur les versions légèrement plus récentes, ça a été caché, parce que le port, il n'y a absolument rien qui l'a utilisé de manière légale. Mais par exemple, la Famicom pouvait faire passer du son, pouvait avoir une puce sonore dans la cartouche et l'envoyer dans le signal de la console. Sur la NES, c'est pas possible. C'est le port en arrière qui permet de le faire. Donc pour le moment, c'est très bien. Vous voyez que c'est sorti au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. C'est vraiment pas tous les pays qui ont eu cette chance-là. Si vous étiez par exemple en Europe de l'Est, vous ne l'aviez pas eu. Donc si vous étiez en Pologne, en Russie, en Tchécoslovaquie, peu importe. Même je suis même pas certain qu'en Espagne ils l'ont un peu plus tard. Voilà, donc c'est vraiment pas tous les pays qui l'avaient. Si vous étiez en Amérique latine, vous l'avez pas eu. Si vous étiez en Chine ou Hong Kong, vous l'avez très probablement pas eu. Mais évidemment, il y a quand même des gens qui étaient intéressés à jouer à la NES, vu que c'est une console extrêmement populaire. Dans les années 90, ce qu'on a vu apparaître, c'est des clones matériels de la NES qui étaient vendus dans ces pays-là. Les plus connus, c'est probablement en Russie, la Dendy. En Pologne, je crois que c'est la Pologne, la Pegasus. Et en Amérique latine, je ne sais plus exactement c'est quoi le modèle, je vais probablement l'afficher à l'écran. Mais ces clones-là, ça utilisait des puces copiées qui essayaient donc d'imiter le processeur et la carte graphique, si on veut, le PPU de la NES. Mais malheureusement, il y a eu quelques erreurs qui avaient été faites à l'époque parce que c'était encore assez tôt dans la durée de vie de la NES. Les puces n'avaient pas encore été très bien étudiées. Donc ça a créé beaucoup d'incompatibilités, des problèmes de son avec un canal en particulier qu'ils ont inversé en interne. Donc quand un son est censé être à son plus faible, il est à son plus haut. Et quand il est censé être à son plus grave, il est à son plus aigu. Donc ça a complètement inversé un des canaux en particulier. Mais ces clones-là sont devenus excessivement populaires à travers le temps. Et en 2003, les brevets de la NES
ont expiré. Donc on a commencé à avoir énormément de clones légaux qui utilisaient la même base, mais qui avaient été simplifiés en une seule puce au lieu d'être au lieu d'être plusieurs puces qui copiaient la NES, c'est une seule puce qui est une NES complète. Pour vous montrer, voilà une Hyperkin Retron HD qui est un clone qui est extrêmement cheap, qui accepte, comme vous pouvez voir, les vraies cartouches. On peut mettre des manettes de NES. Il y a un port HDMI, une sortie composite. C'est alimenté par micro USB. Tout ça, je crois que ça coûtait 35$ quand je l'ai acheté. En ce moment, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais ça tourne tout le temps dans ces environs-là. Mais si on ouvre la console pour voir à l'intérieur à quoi ça ressemble, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Ici, tout ce qu'il y a, c'est les ports cartouches qui sont transférés à la console en tant que telle. Ici, c'est la sortie qui est connectée à la console. Et voilà la console. Ce que je vous dis, c'est ceci. Si je zoome, vous allez voir, c'est vraiment juste une puce. En fait, c'est que c'est carrément une NES complète qui a été soudée directement là-dessus. C'est une petite puce avec plein de câbles qui vont se connecter à toutes les parties nécessaires et qui a été cachée dans le silicium. Si je ne me trompe pas, des fois de l'époxy pour le protéger, pour pas que personne puisse le copier. Mais ce genre de choses-là, ça coûte quelques dollars à produire de nos jours. Je peux vous assurer que si j'ouvrais cette console, ce serait exactement la même chose qu'il y aurait à l'intérieur. C'est une architecture qui a tellement été simplifiée, qui a tellement été rendue abordable que maintenant toutes les consoles utilisent ça, à l'exception des consoles plus haut de gamme, comme par exemple la console de rétro USB, comme par exemple l'analogue NT Mini, qui est plus disponible depuis longtemps, mais voilà, maintenant 99% des consoles que vous allez trouver qui sont une NES vont utiliser ce type de puce-là. Mais c'est quoi ce 1%-là restant? Voici un clone de NES que j'ai trouvé sur AliExpress qui, comme vous voyez, n'utilise pas du tout l'architecture moderne de juste une puce en plein milieu qui est reliée à tout. Ça utilise l'architecture old school de 2 puces clones, donc un processeur et un PPU. Je ne sais pas exactement c'est lequel qui est lequel. On va y revenir plus tard pourquoi. Et qui est donc théoriquement une console qui peut être plus fidèle parce que ces puces-là, il y en a eu plusieurs révisions à travers les années, alors que le type que je vous ai montré, qui est juste une puce, pas vraiment. Il y a eu quelques mises à jour pour ajouter par exemple une sortie numérique vidéo pour pouvoir acheter du stéréo en guillemets, c'est-à-dire que ça va juste envoyer le même signal à 2 endroits différents parce que la NES peut juste faire du mono, ce genre de choses-là. Mais celle-là peut accepter des puces qui ont été mises à jour, qui peuvent donc être de meilleure qualité. Et surtout, ça pourrait accepter des puces originales d'une vraie console. J'aimerais vous dire qu'on va tester ça plus tard. Pour être honnête avec vous, non, parce que les seules consoles NES que j'ai, je vous les ai montrées, une Famicom et une NES, et les deux fonctionnent. J'ai pas envie de les détruire juste pour essayer de faire fonctionner cette console-là. Fait qu'on va juste tester avec les puces là-dedans, puis on va voir qu'est-ce que ça donne comparé à, par exemple, cette console-là. Et je précise cette console-là, et pas celle-là, même si c'est celle qui s'en rapproche le plus théoriquement. Parce que c'est exactement la même puce, donc la compatibilité devrait être identique dans les deux, mais peut-être une ou deux petites différences au niveau de certains jeux, mais 2 fois rien. Si quelque chose fonctionne sur celle-là, ça va fonctionner là-dessus à 99,5% du temps. On va observer celle-là exactement à quoi elle ressemble. Donc, comme vous voyez, ça vient dans un boîtier en acrylique transparent avec une carte mère qui est complètement rouge et l'avant qui est rouge. Ça, c'est clairement imprimé en 3D. On voit la texture ici. 4 ports cartouches, ce qui est bien parce que la NES, la Famicom en ont juste 2, à moins d'ajouter un multitap. Ici, on a un port cartouche qui accepte des cartouches 72 pins, c'est-à-dire le format américain, comme ceci. Vous voyez que ça rentre. Alors que si on prend quelque chose qui a le format 60 pins, qui est le format Famicom,
Ça rentre pas du tout, c'est pas la même forme du tout. Ici, on a un bouton Power. Ici, on a un bouton Reset. Rien d'autre ici. En haut, on a le port d'alimentation qui malheureusement n'est pas de l'USB. C'est le même port d'alimentation qu'il y a sur une Famicom ou sur une Sega Genesis ou Sega Mega Drive. D'ailleurs, l'adaptateur secteur que je vais utiliser va être un adaptateur secteur de Mega Drive japonaise parce que j'en ai une qui traînait. Et on a la sortie stéréo ici, la sortie composite et stéréo. C'est pas du vrai stéréo, c'est du mono, il envoie 2 fois le même signal dans les deux, ce qui est pas si pire que ça, ce qui est correct. Sur une vraie NES, si vous connectez ça sur un écran un peu plus moderne qui a stéréo moderne, c'est-à-dire un écran qui a été fait plus tard que 82, ben vous allez juste avoir le son qui vient d'un haut-parleur. Si vous essayez de capturer, le son va être juste du côté gauche ou juste du côté droit. Donc ça va envoyer 2 fois la même chose. Ça simplifie quand même un peu l'installation sur un système moderne. Vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il y a juste du composite. Il y a une version de cette console-là qui est un peu plus chère. Je ne sais pas exactement les prix, je vais plus en parler à la fin. Qui rajoute une sortie, je crois, HDMI, je suis pas certain, mais ce que je sais, c'est que ça rajoute aussi une sortie RGB, ce qui améliore beaucoup la qualité vidéo, mais comme on va voir, c'est peut-être pas si utile que ça. Spoiler, il y a beaucoup de problèmes avec cette console-là. Si on regarde les puces, maintenant vous comprenez pourquoi je peux pas vous dire exactement c'est quelle version de chaque puce. Ils ont sablé le dessus pour cacher les références. C'est frustrant quand les choses chinoises font ça. Vous voyez que c'est le cas ici en haut. Donc ils font ça pour empêcher les gens de savoir c'est quelle puce exactement pour le copier. Après ça, ici, on a 2 boutons, un bouton Power et un bouton Reset, qui utilisent, je crois, je ne sais pas si c'est des boutons de quoi, mais vous voyez que ça vient clairement d'une console, parce qu'on voit encore les choses dépassées de plastique de chaque côté, puis ça tient à peine dans son bouton, il n'y a rien qui tient vraiment. Le design est vraiment cool, je vais vous l'avouer. J'aime beaucoup à quoi ça ressemble. Un peu déçu que ça soit juste composite, mais je le savais quand je l'ai acheté. Le 9 volts est un peu frustrant. J'aurais été mieux si ça utilisait de l'USB. Malheureusement, ça n'utilise pas. Et la console, je l'ai reçue comme ça, telle quelle. C'était juste emballé dans 2 km de mousse enroulé de tape. Donc, pas de manette qui vient avec. Pas si grave que ça. Pas de cartouche pirate, pas d'adaptateur secteur, pas de câble composite. C'est vraiment le minimum de ce que vous avez besoin pour commencer. La console est connectée. Je vais juste passer un petit moment pour vous expliquer un peu l'installation, comment est-ce que je capture. Donc, vous voyez que la console est connectée en composite, vu que c'est la seule sortie vidéo. Elle est connectée sur un RetroTink 2X Mini qui va prendre le signal 240p et qui va l'upscaler en 480p. Ce signal 480p est connecté dans une carte de capture qui le prend tel quel 640 par 480 et après dans la capture j'upscale x4 le signal 480p pour que ça fit plus ou moins avec un écran 4K vu que c'est comme ça que je filme, et juste en 60 fps. Donc, normalement, si vous voyez des baisses de fps dans le jeu, ou c'est des baisses de fps normales, ou c'est causé par la console, c'est pas cette fois-là, je ne capture pas en 30 fps, parce que je veux bien montrer exactement à quoi ça ressemble quand les jeux tournent. Et comme manette, j'ai juste une manette, c'est une Tommy Dogbone, donc c'est juste une manette tierce qui est assez bonne, qui prend le style de la deuxième manette NES. Normalement, j'ai déjà utilisé cette manette-là très souvent. S'il y a des problèmes au niveau du temps de réaction des jeux, ça devrait pas venir de là parce que j'ai beaucoup utilisé cette manette-là et j'ai fini déjà avec cette manette-là. J'ai jamais eu de problème avec, donc ça va pas être la cause si j'ai des problèmes.
On va commencer tranquillement pour tester avec un vrai jeu NES. Ici, j'ai Rygar, qui est un jeu américain. Je n'ai aucun jeu européen pour vous spécifier, donc je ne vais pas pouvoir tester ça. Petite spécification, la console, qu'on la jette, est disponible en modèle NTSC et en modèle PAL. Et le modèle PAL est moins cher d'ailleurs. Si la console vous intéresse, il faut faire attention à ça. Sinon, c'est théoriquement possible de le faire vous-même en changeant les puces pour mettre des puces d'une version PAL. Je suis au Canada, on a le même modèle qu'aux États-Unis. J'ai pris le modèle NTSC. On insère la cartouche. La cartouche se met très facilement. Elle tient bien, mais pas au point où j'ai l'impression que ça va briser les cartouches quand il faut que je l'enlève, comme certains clones. On va l'allumer et normalement, voilà, ça s'ouvre du premier coup. Il n'y a aucun glitch graphique. On va appuyer sur Start. Et on est en jeu. Vous voyez que le jeu fonctionne. Les couleurs ont de l'air délavées. Ce qui est souvent ce qui arrive quand on capture la NES. Je ne sais pas. C'est vraiment dur de capturer la NES avec des cartes de capture modernes. Je vais voir s'il y a quelque chose que je peux faire avec ça. Malheureusement, pas grand chose à faire. Mais vous voyez que le jeu a de l'air de fonctionner bien. Le son, si vous connaissez pas le jeu, il a de l'air de sonner correctement. Si vous connaissez le jeu, vous allez voir qu'il est peut-être un peu pas correct. Malheureusement, je vais vous le dire tout de suite. Le PPU qu'il utilise a des problèmes au niveau du son. Exactement le même problème que j'ai mentionné dans les autres consoles clones. Et c'est dur de jouer avec une demi-seconde de décalage. Donc au moins, on voit qu'il y a une cartouche simple comme ça fonctionne. L'image a de l'air peut-être un petit peu bruitée. Pour le moment, ça a l'air pas si pire que ça. Mais si vous regardez le décor ici, vous voyez que le rouge est un petit peu... On dirait qu'il y a des bords qui passent dedans, un peu étrange. On va laisser le bénéfice du doute. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est un jeu de Famicom, Super Mario Bros, avec un adaptateur pour le transformer en 72 pins. On met la cartouche, on lance, et normalement, ça fonctionne, mais le problème est beaucoup plus visible, celui que j'ai mentionné. L'image est extrêmement bruitée. J'ai aucune idée pourquoi. C'est peut-être l'adaptateur. Mais j'ai essayé un adaptateur différent. Et ça fait exactement la même chose. Je sais pas pourquoi ce jeu-là est tellement pire. J'ai pas la version NES malheureusement pour tester. J'ai vraiment juste la version Famicom. Mais vous voyez que c'est jouable, mais l'image est vraiment pas belle. Elle tremble, il y a des bords qui passent tout le temps. Et le pire, c'est que si on joue avec la cartouche, des fois, on est capable de les faire disparaître. Là, je viens de déconnecter le câble et de le reconnecter. Donc, c'est censé resynchroniser. Non. Donc, non, là je suis pas capable. Est-ce que j'ai fait planter le jeu? Oui, j'ai fait planter le jeu en faisant ça. Mais vous voyez que c'est extrêmement pas beau. Je comprends vraiment pas pourquoi. Vraiment étrange. Maintenant, on va essayer un autre jeu qui s'appelle Castlevania 3 Dracula's Curse. C'est une reproduction. C'est pas le jeu original parce que le jeu original coûte assez cher. C'est un jeu qui est, on va dire, un benchmark pour les clones, parce qu'il y a énormément de clones qui sont pas capables de le faire tourner. En tout cas, il y a une époque, il y avait beaucoup de clones qui étaient pas capables de le faire tourner. La Retron que j'ai montré, par exemple, est capable, mais d'autres clones modernes que vous allez voir ne peuvent pas. Donc, si la console ici peut la faire tourner, ça va être très bon signe. Quand j'ouvre la console, ça perd le signal. C'est vraiment étrange aussi. J'ai pas ce problème-là avec une vraie NES. Mais le jeu se lance. Il a de l'air de fonctionner très bien. Malheureusement, on va encore plus voir les problèmes que j'avais dit tantôt. Dès qu'on va être en jeu, là, vous devriez entendre la musique. Le son est... Il est correct. C'est pas la pire émulation de son que j'ai entendu pour ce jeu-là.
mais elle est vraiment pas parfaite. Ça manque de... Il y a un des instruments qui est beaucoup trop faible, les percussions plus ou moins. Hein. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une des meilleures OST de la NES. Le jeu fonctionne. Encore une fois, vous voyez que l'image est extrêmement bruitée. Hein. J'ai aucune idée pourquoi ça fait ça encore une fois. J'ai pas testé de connecter directement sur un écran cathodique, mais je doute que ça change vraiment quelque chose parce que au lieu de parler en même temps et de vous montrer le son, ce que je vais faire, c'est qu'au montage, je vais montrer une comparaison ce jeu-là sur la Famicom originale, et je précise la Famicom. Le jeu devrait pas sonner différent d'une NES, mais je spécifie au cas où. Donc vous allez voir à quel point le son, il est pas horrible, mais il est vraiment pas super bon. Maintenant que vous avez vu ça, il y a peut-être quelque chose que vous avez remarqué aussi. L'image est beaucoup plus belle sur la vraie Famicom, mais énormément plus belle. Il y a beaucoup moins de bruit, l'image tremble pas autant, les couleurs sont un petit peu plus belles. Pourquoi? Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. Hein. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Tout ce que je peux penser, c'est que leur clone, leur PPU cloné est exécrable et vraiment pas... comment je peux dire ça? En fait, il y a deux manières de voir ça. Ou bien c'est vraiment le PPU qui est extrêmement mauvais et qui imite très mal la vidéo, ou
puisqu'il n'y a absolument aucun shieldage, normalement dans une NES, quand on l'ouvre, il y a du métal un peu partout pour bloquer les signaux externes, pour améliorer un peu le son. Il va avoir des condensateurs au niveau de la sortie vidéo pour pouvoir laver un peu le signal, enlever le bruit quand il y en a trop, ce genre de choses-là. Cette console-là doit avoir rien de ça. Donc, je ne sais pas si c'est le PPU qui est vraiment mauvais ou si c'est la sortie qui a aucune protection. J'aurais tendance à penser que c'est le PPU parce que maintenant qu'on a vu que les cartouches normales fonctionnent, on va essayer quelque chose d'un peu différent. Ceci est une carte flash, un EverDrive N8. Pourquoi est-ce que je veux tester ça? Parce que ça fonctionne sur aucun clone que je connais. Les clones qui utilisent la puce. Hein. Juste pour spécifier, la puce en tant que telle, en anglais, ils vont appeler ça des NOAC, Nintendo on a Chip, ou des Famiclones, des clones de Famicom. Ça fonctionne sur rien. Je vous avais montré dans les vidéos de cette console que si on connectait un EverDrive, ça fonctionnait pas. Si je connecte la cartouche à cette console-là, elle n'est même pas reconnue. Il y a une lettre pour dire qu'elle a du courant. Elle n'a pas pantoute avec ça. Un EverDrive, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire tourner pour les consoles clones. Et celle-là en particulier, écrit dans le titre de l'annonce, Support N8. N8, évidemment, ils veulent dire EverDrive N8. On va voir si c'est vrai. On va lancer ça. Vous voyez peut-être pas, mais il y a une LED verte qui bouge ici. Et voilà, oui. Donc oui, ça fonctionne. Ça, c'est extrêmement impressionnant. Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Donc une des choses que je fais souvent pour tester si un jeu fonctionne, si une console fonctionne correctement, j'ai ça qui s'appelle la 240p test suite, qui teste si la sortie vidéo est correcte, qui teste la vitesse du processeur, ce genre de choses-là. On va le lancer, hein. Et l'image est complètement corrompue. Donc, les tests en tant que tels, il y en a certains qui fonctionnent correctement, il y en a certains qui sont corrompus. Hein. Ça fonctionne pas très bien, comme vous pouvez voir. Les tests devraient pas du tout ressembler à ça. On va redémarrer. Encore une fois, faites juste regarder en bas, vous voyez qu'il y a plein de bandes noires qui passent à travers. Hein. C'est pas normal. Si on essaie de lancer un jeu, comme par exemple, on va lancer Castlevania 3 pour voir si il fonctionne. Il se lance, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de bug vidéo pour le moment. Je vais juste passer. Et voilà. Beaucoup de corruption vidéo. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'adaptateur secteur que j'ai connecté qui donne pas assez de courant à la cartouche, mais en même temps, j'ai utilisé le même adaptateur sur une NES et ça fonctionnait. J'ai utilisé le même adaptateur sur une Famicom et ça fonctionnait. Donc, il y a vraiment des problèmes avec l'EverDrive. Et ça, c'est pas grand-chose comparé à d'autres jeux, comme par exemple, si on essaie de lancer Dragon Warrior 3, vous allez voir que le jeu se lance pas. On a ici l'image où ça a l'air de fonctionner. On arrive à l'écran titre, c'est bon. Mais dès qu'on arrive ici, c'est censé être un écran noir. Non. On va charger une sauvegarde. C'est censé être un écran noir. À la place, ça montre la RAM complètement corrompue. On arrive dans le jeu. Et là, ça change souvent. De temps en temps, ça va faire ça. De temps en temps, le jeu va commencer après 2-3 mots de dialogue. Écran noir, ça va plus rien faire. À d'autres moments, ça va fonctionner. D'un coup, on va voir l'image, on va voir toute la map qui va se décaler et qui va complètement planter. J'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Là, je viens de le déconnecter pour essayer de reconnecter un peu le signal pour voir si ça va aider. Spoiler, ça va pas aider du tout. On va relancer Dragon Warrior 3, Dragon Quest 3 et vous allez voir que ça va faire exactement les mêmes problèmes. Donc c'est vrai, c'est pas un bug parce qu'il y a des problèmes de connexion avec la cartouche. C'est vraiment la console a vraiment énormément de problèmes à faire tourner. Là, le jeu il vient juste de redémarrer. Vous pouvez voir que j'ai pas touché au bouton. J'ai fait pour charger ma sauvegarde, ça m'a remis ici.
Continue. On a encore la corruption ici. Et là, ça vient de corrompre encore d'une manière complètement différente. Pourquoi? Au début, je me suis dit, bon, ça, EverDrive N8, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est un clone de l'EverDrive. C'est pas la console. Peut-être que c'est un problème directement du clone. J'ai également ceci, qui est un vrai EverDrive que j'ai acheté directement sur le site officiel. Évidemment, celle-là est pour Famicom. On va essayer de le connecter avec le même adaptateur que tantôt pour voir si ça va fonctionner. Donc oui, ça se lance. On va relancer Dragon Warrior pour voir si ça fait une différence. Ça, c'est le 2. Tout a l'air normal pour le moment, comme tantôt. L'écran titre et corruption. On va juste créer une nouvelle sauvegarde pour voir si ça va planter exactement au même endroit. Mais je suis certain à 100% que oui, ça va planter au même endroit. Même bug ici. On arrive là. On va avoir quelques barres de dialogue. Et ça l'a pas encore planté. C'est le plus loin que je me suis rendu à date. Et dès qu'on bouge, voilà, l'image corrompt complètement. Si on essaye de descendre... Non. Ça vient complètement de planter. Donc, le problème n'est pas l'EverDrive. C'est vraiment que la console, pour une raison obscure, est zéro fidèle à l'original. C'est fou. Hein? On va tester quelque chose d'autre. On va remettre celle-là parce qu'elle est un peu plus facile à utiliser. La NES avait une extension au Japon qui utilisait des disquettes, donc le FDS Super Famicom Disk System. L'EverDrive est capable de l'émuler. Est-ce que ça va être capable de fonctionner? Ça l'a littéralement fait redémarrer la console. Non, Disk Trouble, erreur 20. Ça va juste essayer en boucle de lancer le jeu. Là, erreur 7. Ça va tout le temps faire des erreurs différentes. Là, encore un écran noir. Ça n'a juste rien fait. Erreur 20. Ça va recommencer, erreur 7. Ça fonctionne pas. Vraiment extrêmement dommage. Et ça dépend des jeux. Comme par exemple, je ne vais pas lancer Ice and Nickel parce que c'est un peu long, mais ce qui se passe, c'est que le jeu a de l'air de se lancer, mais au moment où il commence à loader, il plante. Il fait planter carrément la console. FDS, on oublie ça. Et Famicom, comme j'ai mentionné au début, la Famicom pouvait avoir des puces audio à l'intérieur des cartouches pour améliorer le son. Castlevania 3 est un jeu qu'au Japon l'utilisait. On peut le lancer là-dessus sans problème. Là, vous allez voir qu'il n'y a pas les bugs graphiques de la version NES. Je ne sais pas trop pourquoi. Malheureusement, si vous écoutez bien le son, il manque la moitié des instruments. Tous les instruments qui sont censés être générés par la cartouche en tant que telle, la console n'est pas capable de les gérer. Pas du tout. Donc, tout ce que ça fait, c'est que ça va mettre les sons qui sont générés par la console originale, tous les sons de la cartouche, ça va complètement l'ignorer. Pour spécifier, la NES normale fait ça aussi. Hein. Il y a moyen de la modder pour pouvoir rajouter la fonctionnalité, mais de base, c'est comme ça qu'elle fonctionne aussi. Hein. Le seul moyen d'avoir ces sons-là, c'est de connecter sur une Famicom. D'ailleurs, au montage, je vais intégrer justement la comparaison entre à quoi ça ressemble sur une Famicom et à quoi ça ressemble sur cette console-là.
Encore une fois, vous voyez que l'image est extrêmement bruitée, beaucoup plus que la vraie Famicom, et le son est pas pareil du tout. Donc, EverDrive fonctionne, mais il y a énormément de problèmes. Je vous ai vraiment pas montré tous les jeux. Je l'ai essayé un paquet, ils ont presque tous un ou deux problèmes, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau qui crache carrément, que ce soit au niveau de bugs graphiques, de corruption d'image. C'est vraiment, vraiment triste. Moi, je me suis dit, il y a peut-être moyen de sauver ça. Ceci est la Crisio-Cart que j'avais montré dans la vidéo sur la Famicom, la NES portable, qui est une carte flash faite spécifiquement pour les clones. Vous voyez ici, justement, il y a une image d'une Pegasus, qui est le clone polonais que je parlais au début. Et le focus ne veut pas se faire, c'est pas très grave. Ça fonctionne sur absolument toutes les consoles que j'ai pu tester. Même pour vous le montrer, on va la lancer ici. Hein. Et voilà, ça se lance. On est capable de lancer les jeux. Ils fonctionnent vraiment parfaitement, comme j'avais montré dans la vidéo de cette console-là. Donc, on va la connecter pour voir si ça fonctionne. On la remet dans un adaptateur 72 pins. On la connecte, on l'ouvre. Et vous allez voir que ça ne fonctionne pas! MMC, là c'est caché par moi, mais c'est marqué no MMC / SD card detect. Aucune carte SD détectée. Mais si on redémarre, de temps en temps, ça va fonctionner. Pas à tous les coups. Hein. Là, vous voyez que ça fait 2-3 fois que j'essaye de redémarrer, ça fonctionne pas. Mais si je la ferme, que je la rouvre, ça va afficher la même chose probablement. Mais si j'appuie quelques secondes, ça vient de démarrer. Ça vient 100% de démarrer. Et là, je vais lancer le 240p test suite que j'ai montré tantôt qui était complètement corrompu. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Tous les tests fonctionnent correctement. Il n'y a pas de corruption au niveau de ce qui est au niveau des menus. Tous les menus, tous les tests s'affichent correctement. On voit que ça gère bien le 240p. On est capable de voir la vitesse du CPU. Si c'est une console clone, normalement, il est capable de le détecter pour dire que la vitesse n'est pas bonne. Là, il n'est pas de l'air d'être capable. Donc, la partie CPU a de l'air vraiment pas si mauvaise que ça dans celle-là. C'est vraiment la partie GPU qui a de l'air très mauvaise. Donc ça fonctionne. Donc on peut se dire, bon, ben tant qu'à faire, on va relancer... Bon, il faut tout le temps redémarrer comme ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Parfois, appuyer quelques secondes dessus, ça fonctionne. Parfois, non. Je ne sais pas pourquoi. Je peux lancer un jeu Famicom, ça va être la même chose, il va manquer le son. Les jeux FDS, cette carte-là ne les supporte pas, donc on peut pas. Mais si on relance Dragon Warrior 3 ici, le jeu se lance. Il y a de l'air pour le moment d'être correct. Il vient de redémarrer pour une raison obscure. Et là, vous voyez que les flammes sont pas là. Et le jeu vient de planter. Il vient complètement de planter. On peut redémarrer. Sur cette carte-là, quand on redémarre, ça relance le jeu au lieu de retourner au menu. Là, on voit que les flammes sont là, mais ils ne chargent pas. Ils ne bougent pas. On va redémarrer. Peut-être que si j'essaye de spammer pour passer le menu... On est capable d'aller à l'écran de sauvegarde. Non, le jeu fait juste redémarrer encore et encore. Non, toujours pas. Il y a des bugs graphiques, un espèce de OK là. À chaque fois que ça redémarre, ça fait un bug différent. Là, on voit que l'image commence à être corrompue de temps en temps. Pas tout le temps. Là... On dirait qu'il y a un son... J'ai pas le son, mais je crois qu'il y a juste un son complètement corrompu qui doit vous briser les oreilles. Ici, ça fonctionne pas. Le plus loin que je me suis rendu, j'ai réussi à me rendre à l'écran de sauvegarde, mais dès que j'essayais de charger une sauvegarde, le jeu plantait. Je sais pas pourquoi c'est aussi mauvais. Et pour vous montrer que le jeu fonctionne sur la carte... Voici la NES portable. On va la mettre en grand pour vous montrer que ça fonctionne. Donc si je fais Select, ça va charger la dernière ROM qui a été chargée. Là, vous voyez que ça fonctionne. L'écran titre se charge sans aucun problème. La musique fonctionne. On est capable d'aller sur l'écran pour charger des sauvegardes. On va charger une sauvegarde que j'ai créée qui est
complètement au début du jeu. C'est un écran noir, il n'y a pas de corruption partout. Hein. Et voilà, on est dans le jeu. Et normalement, dès que je vais m'approcher de la fille, de la mère, le jeu ne va pas planter. Hein. Donc on bouge un peu et on se rapproche d'elle. Et ça l'a pas planté. À la place, il y a eu le dialogue et le jeu se lance. Le jeu fonctionne. Donc c'est pas la carte le problème. La carte fonctionne parfaitement. Le jeu fonctionne parfaitement sur la carte. N'importe quel jeu que je vais lancer là-dessus va fonctionner tant que la carte est compatible, évidemment. Comme j'ai dit, les jeux FDS, les jeux qui ont des plus d'extensions vont pas tous fonctionner, mais ça va être capable. Là-dessus, ça veut absolument rien savoir. Ici, j'ai lancé un autre jeu, Dragon Warrior 4. Vous voyez que lui, il fait la même chose. Il a de l'air de fonctionner au début, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une note qui se lance, le jeu plante. Pourquoi? Pourquoi? C'est tellement étrange. Encore une fois, on va le relancer. Ça va dire « Ah, il n'y a pas de carte SD. » On va redémarrer. Ah, il a dit « Il n'y a pas de carte SD encore. » On va rester quelques secondes. Non, pas de carte SD. On va réessayer un peu. Ah! Là, on va se... Là, ça fonctionne. Pourquoi? C'est incroyable que ça fasse ça. Je comprends tellement pas pourquoi. Hein. Juste pour vous démontrer à quoi un clone devrait ressembler, ça fonctionne sans aucun problème. Et encore une fois, on va lancer le dernier jeu qui a été lancé, qui était Dragon Warrior 4. Et vous allez voir qu'il va fonctionner. Voilà, on est au menu. On est capable de lancer une sauvegarde. On est capable de lancer le jeu, faire une sauvegarde. Et le jeu fonctionne. Il fait juste fonctionner. Hein. Pourquoi l'autre clone qui est censé être mieux est pas capable? Je comprends vraiment pas pourquoi. Et pour vous démontrer aussi que ce que j'avais dit plus tôt, je vais essayer de mettre l'Everdrive ici. Le voilà, Everdrive 28. On le met là. On démarre. Ça va rien faire. Vous allez absolument rien voir, sauf un écran noir. Puis comme j'avais dit, il est censé avoir une LED verte sur la cartouche pour indiquer quand elle reçoit du courant. Elle n'en reçoit pas pantoute, ça fonctionne pas. Donc oui, celle-là peut pas lire l'Everdrive, l'autre est capable. Mais c'est vraiment pas au point. Il y a beaucoup trop de bugs. Et celle-là fonctionne très bien sur elle sans aucun problème. Et fonctionne pas pantoute sur l'autre console. Pourquoi? Je suis tellement déçu de cette console-là. Je pensais tellement qu'elle allait être mieux que ça. Et j'ai pas encore parlé du plus important, je crois, le prix. Hein. Je l'ai dit qu'elle était plus chère qu'une console normale. Cette console-là, 35$ à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Je vais afficher combien on peut la trouver, en sachant qu'il y a aussi une version AV qui n'a pas de sortie HDMI. Hein. Cette console-là m'a coûté 64$. C'est cher pour une clone de NES. Vous pouvez en trouver pour 20-30$ très facilement. Et pour information, celle-là m'a coûté exactement le même prix. C'est exactement le même prix. Il y a un écran intégré. Hein. Il y a une sortie HDMI pour pouvoir le connecter sur une télé. La sortie va être de meilleure qualité que ça. Hein. Et oui, c'est pas capable de faire tourner un Everdrive. D'ailleurs, pour vous le montrer, je l'avais montré dans la vidéo originale, mais pour prouver que je dis pas n'importe quoi, vous voyez que ça fait absolument rien. Ça fait juste un écran noir. Il est pas capable de faire tourner les Everdrive. Hein. Ce qui est un peu un problème, mais au moins on peut utiliser la Crisio Kart. Encore une fois, je crois que Crisio c'est le nom, c'est la version polonaise de Christophe, donc la Christophe Kart. Mais elle peut faire tellement mieux, puis celle-là, le design est vraiment cool. Hein. Mais je m'attendais tellement à mieux, je pensais qu'elle allait être au moins au niveau des clones qu'utilisent les Famiclones. Pas du tout, c'est vraiment en dessous. En théorie, il y a moyen de changer les puces pour pouvoir mettre les puces d'une console originale. J'ai cherché les puces sur eBay pour pouvoir faire le test. Je crois que c'est 30, 40, 50$ de la puce. Parce qu'ils ont été faits en quantité limitée. Pour l'avoir, il faut prendre une NES
et le récupérer d'une NES qui est brisée, il faut la dessouder. C'est pas vraiment, ça vaut pas vraiment la peine pour les gens de vendre ça, parce qu'on peut juste réparer la NES et garder les puces. Surtout que maintenant ils vendent des cartes mères modernes dans les NES où ça utilise toutes les puces originales. Les sacrifier pour les mettre là-dedans, il y en a pas beaucoup qui ont fait le test. Il y en a clairement. Si j'avais une NES qui était morte, j'essayerais probablement. J'en ai pas. C'est peut-être possible de trouver des clones de PPU et de CPU qui sont plus fidèles, mais bonne chance pour les trouver. Je crois qu'il y a un wiki où ils montrent toutes les versions qu'on peut trouver, mais après ça, c'est en Chine, donc bonne chance pour trouver la version que vous voulez exactement, puis peut-être qu'ils vont pas vous l'envoyer de toute façon. C'est tellement décevant, je m'attendais tellement à mieux. Il y a encore l'avantage qu'on peut mettre directement 4 manettes, donc pas besoin de multitap. Pour être honnête, tous les jeux cartouches simples que j'ai essayé fonctionnaient. Les Super Mario fonctionnaient, Zelda 2 fonctionnait, Rigor que j'ai essayé fonctionnait, Fazanadu fonctionnait. Toutes les cartouches normales fonctionnent, mais voilà, on est juste composé avec une image extrêmement bruitée. Il faut utiliser un adaptateur secteur qui est le même qu'une Famicom puis qui fonctionne aussi sur une NES. La console en tant que telle coûte environ le même prix qu'une NES en état correct sur eBay, et environ 2 fois plus cher qu'un clone qui aurait de l'HDMI. La sortie HDMI, ces clones-là est pas super, mais c'est quand même mieux que ça. C'est triste. Je m'attends. C'est vraiment triste. Il y a le modèle un petit peu plus cher qu'une sortie RGB, je crois qu'il utilise des puces d'un peu meilleure qualité. Puis il y a une version aussi beaucoup plus haut de gamme qui va utiliser les vraies puces d'une vraie console. Je crois que c'est autour de 300$ qu'il y a à vendre, genre 200, 250, 300. Non, c'est faut vraiment avoir confiance aux vendeurs chinois pour pouvoir acheter ça. À ce prix-là, désolé, je vous dirais que c'est mieux d'utiliser l'émulation ou dépenser un petit peu plus pour acheter la rétro USB AVS. Si elle est encore disponible, il faudrait que je valide, mais l'expérience de ça est tellement mieux que tous ces clones-là. Voilà. Vraiment décevant. Je m'attendais vraiment à mieux. Voilà, c'est ça que ça donne quand on achète sur AliExpress avec de l'espoir de temps en temps. On est malchanceux et on tombe sur un produit qui est vraiment moins bien que ce que ça promet. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais mettre en lien le produit dans la description. Je vous conseille vraiment pas de l'acheter, mais je vais la mettre quand même si vous êtes curieux. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Pour information, j'ai essayé de connecter la console à un écran cathodique. Puis vous voyez que non seulement il y a les mêmes glitches, mais en plus, tout est en noir et blanc. Je vous jure que la vidéo est pas en noir et blanc. Regardez ma main, et puis pour vous le prouver, j'ai une Switch qui va me permettre de passer à la Super Nintendo. Voilà, la Super Nintendo est en couleur, tout marche correctement, mais dès que je passe au clone, tout est en noir et blanc.